Un peu avant le dîner, j'entendis ma fille crier. D'habitude calme et réfléchie, il ne lui arrivait jamais de crier. Je descendis alors les marches menant au rez-de-chaussée 4 à 4. Elle était là, devant la fenêtre qui donnait sur notre cour où j'entreposais mes machines et mon matériel d'élevage. Les mains portées devant sa bouche comme pour s'empêcher de crier une nouvelle fois. Elle tremblait et faisait des petits pas sur place. Je me tenais à côté d'elle et je lui pris les épaules avant de l'enlacer. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Pourquoi tu as crié ? Tu as vu quelque chose ?» Je lui demandais en scrutant la cour, l'air investigateur. Elle ne me répondit pas immédiatement, continuant de trembler et inspirant sèchement les fluides qui sortaient de ses narines. « Il y avait un grand oiseau dehors, » finit-elle par répondre. « Ah, ce n'est qu'un plume des Landes, ne t'en fais pas. C'est vrai qu'avec la nuit qui arrive et leurs grands mouvements, ils sont plus gros qu'ils ne laissent penser. » Je lui répondis en l'embrassant sur le front. Les plumes des Landes sont de gros oiseaux natifs d'Iscoria, notre agrimonde. Les plus grands individus de leur espèce mesurent la taille d'un enfant. Ce sont des bêtes peureuses mais dociles qui vivent paisiblement aux abords des plaines. Je partais me servir un fond d'amas sec quand Talna reprit. « Non, t'as pas compris. Il y avait un grand oiseau, il était bleu. Je crois qu'il était bleu en fait parce que j'avais jamais vu un bleu aussi joli et je le regardais beaucoup. Et puis il s'est approché de l'étable à Grox et il a emporté Boogie. » La tristesse nouait sa gorge sur ces paroles quand elle s'en allait à l'étage, probablement dans sa chambre. Je partis à nouveau me planter devant la grande fenêtre en sirotant mon verre. Cet amas sec était particulièrement goûté, relevant les pores des joues pour délivrer ses arômes plus intensément. Des larmes coulaient là où était le liquide avant que je ne le porte à ma bouche. Un mouvement brusque me sortit de ma contemplation, et je mis quelques secondes pour enfiler mes binocles coincés au fond de ma poche. Je vis une vague forme bleue s'envoler du toit de l'étable des jeunes Grox. En 5 ans, depuis l'installation de l'étable, plus aucun plumeux n'avait mis les serres dans la cour, trop heureux de se faire courser par un jeune Grox turbulent. Bon, nous verrons ça plus tard, les invités vont pas tarder. Je bruissais dans ma barbe en finissant mon verre d'une seule gorgée sans pouvoir en profiter davantage. Le repas me fit oublier l'événement tant les conversations fusaient dans tous les sens avec à peine assez de pause pour se servir un verre entre tirades. On raccompagnait le dernier invité aux abords du terrain avec ma femme quand celui-ci joua avec la barrière de l'étable des jeunes Grox. « Surtout pas! Les jeunes sont fougueux et je veux pas courir après pour les remettre en place. » Venait de réprimander ma femme en repoussant la barrière. « Ouais, il n'y est pour rien, » je déclarai. Mais il a dû vouloir la refermer, c'est le grand plumeux qui a dû faire ça. Alna m'en a parlé. On saluait le voisin avant de retourner dans la maison. « Le grand plumeux ? Quel grand plumeux ?» s'enquérait ma femme. Un grand oiseau bleu qui aurait pénétré dans l'étable des jeunes et... Je ne finis pas ma phrase en me rappelant ce qu'Alna m'avait dit. Je repartis alors dans l'étable pour chercher Boogie, un jeune Grox né il y a quelques mois. Sa mère est morte durant l'accouchement et Alna a pris la bête en pitié en lui donnant un nom et en prenant soin de lui. Boogie était introuvable, mais le bandana qu'avait accroché Alna sur ses cornes naissantes était à même la dalle en roc-béton humide de l'entrée de l'étable. Je me baissai pour le ramasser. Et... il aurait emporté avec lui Boogie, le jeune qu'Alna veut adopter. Au début j'y croyais pas, mais là, la barrière, le bandana et qu'il soit introuvable, je veux bien la croire. Je fis, en fermant les lieux. Le lendemain, je m'occupais de la clôture qui menait au bois. Elle avait été tombée par un Grox qui s'était échappé du domaine la veille de la récupération par les autorités pour la dîme. J'ai toujours eu la nette impression que ces bêtes étaient très intelligentes. Certes, ce sont des animaux de somme gigantesques et puissants, mais j'ai toujours vu des comportements anormaux, nerveux, à la veille de la récupération pour la dîme. Alors que je mettais en place la dernière nervure du poteau de bois, j'entendis qu'on m'appelait au loin. Il s'agissait du voisin, un vieil homme ayant cultivé et élevé sur ces terres depuis toujours. Je m'approchai et je vis à ses pieds son mastif, un grand et noble chien qu'il me semblait avoir toujours connu. Plus je m'approchai, plus je compris que quelque chose n'allait pas. Mon voisin était au bord des larmes et le cadavre de son chien était déchiqueté.
C'est un oiseau de malheur qui a fait ça. Il s'est posé dans la cour et quand Artie est parti voir le piaf, il s'est fait mettre en lambeaux par cette créature. J'ai rien pu faire, dit-il en baissant la tête. Vous avez vu l'oiseau ? C'était un plumeux ? Parce qu'il est venu chez moi hier soir. Il a enlevé un jeune groc, c'est impossible de savoir si c'est bien ça ou pas. Je manquerais de savoir. Bien sûr que je l'ai vu, aussi clairement que je vous vois. Il était massif et bleu et il ressemblait bien à un de ces plumeux des plaines. Je vais lui mettre des graines empoisonnées à celui-ci, on verra bien s'il veut toujours se pavaner chez nous. Les choses prirent vite une tournure inquiétante. À chaque fois que je croisais une connaissance dans le voisinage ou dans les fermes locales, la discussion tournait autour de l'oiseau bleu. Enfin, autour de l'oiseau bleu c'était sûr, mais autour du plumeux des plaines ça l'était bien moins. Personne n'était d'accord sur le type d'oiseau qui provoquait des malheurs partout où il passait. Tantôt il s'agissait bien d'un plumeux, puis le nom du vertigole sortait aussi, au même titre que le bicéphon. Si mon interlocuteur n'était pas directement concerné par les faits, il avait entendu un voisin se plaindre des agissements de la bête. En tout cas, deux choses étaient sûres. L'oiseau qui semblait troubler tout le voisinage était d'un bleu magnifique, et il laissait derrière lui les cadavres des animaux de compagnie ou de ferme qu'il tuait, ou les traces des enlèvements qu'il perpétuait. J'en venais à la conclusion qu'il y avait bien une bête volante et bleue qui survolait nos fermes et blocs d'âbes à la recherche de nourriture. Elle devait être carnivore et avait trouvé là l'opportunité de ramener de la nourriture à son nid, pour ses petits ou pour elle-même. Tout ceci était insensé. Nous vivions dans une communauté d'Agrimonde tranquille et harmonieuse. Aucune mésentente n'avait jamais troublé la tranquillité de notre voisinage. Je me rappelle même des lettres de mon grand-père, conscrits pour l'Astra Militarum, à l'époque où la dîme nous coûtait des hommes et des femmes d'Iscoria plutôt que des grox. Il n'avait cessé d'écrire à sa femme qu'il venait d'épouser, et semblait raconter tout ce qu'il voyait pour qu'elle vive avec lui ses pérégrinations. Je me faufilais en douce jusqu'à son coffre pour lire ses histoires et ses mots tendres. Visiblement, il était bien le seul à avoir un sourire collé au visage à longueur de journée. Ses camarades ou même les autres citoyens de l'Imperium semblaient las de vivre dans une perpétuelle lutte ou dispute aux raisons depuis longtemps oubliées. Ainsi, je m'étais toujours estimé heureux d'être un simple éleveur de grox sur un agrimonde calme et reculé. C'était bien la première fois que des événements de ce genre venaient troubler la tranquillité de notre voisinage, d'habitude si calme et amical. Il y eut des tentatives pour venir à bout de cet oiseau bleu. Mon voisin, qui pleurait encore son mastif, n'avait pas mis en place son plan à base de graines empoisonnées. Je l'avais dissuadé en invoquant le prétexte que d'autres animaux domestiques innocents, si ce n'est des volailles de ferme, pourraient s'intoxiquer en les avalant. Mais c'était un homme inventif, et il avait mis en place une cage suffisamment grande pour accueillir l'oiseau, muni d'un système de ressorts pour fermer l'entrée de celle-ci une fois la bête prisonnière. Un autre voisin, lui aussi innovant, avait attaché des bêtes de somme dans son silo à grains et y avait ouvert la trappe. Ainsi l'édifice était devenu un piège à goulot géant. Un troisième, retraité des forces de sécurité de la Navilis du principal spatioport d'Iscoria, avait sorti une vieille carabine laser. Il s'était posté des heures durant dans sa cour, espérant pouvoir tracer une ligne rouge en direction de la créature et de voir sa carcasse fumante au sol. Aucune de ces tentatives ne fut couronnée de succès. L'oiseau se présenta dans la cage, y fit le tour non sans y déverser quelques excréments, et fit jouer le ressort qui abattit la porte, mais ne fut pas emprisonné. Il s'engouffra dans le silo, saisit la bête pour l'enlever, et disparut par la trappe censée le retenir, mais ne fut pas emprisonné. Il se posa sur le muret du retraité de la Navilis, montrant au canon bourdonnant son flanc sous son meilleur angle, mais ne fut pas transpercé par le trait de laser. Et l'oiseau bleu continuait de plus belle ses ravages. Quiconque plantait ses futures récoltes était sûr de les retrouver retournées et piétinées le lendemain, et pouvait accuser à coup sûr la forme bleue. Quelquefois plusieurs jours passaient sans que l'on entende parler de la bête, jusqu'à ce qu'un voisin le voie sur le toit, ou ne retrouve le cadavre de son animal là où le pillard l'avait tué. Mon voisin, Monsieur Morillard, et moi avions pris l'initiative d'organiser une sorte de réunion
où toutes les personnes du secteur qui avaient eu à souffrir des agissements de l'oiseau bleu étaient conviées. L'objectif était de convenir d'un moyen pour lutter contre lui. Chaque problème a une solution et depuis trop longtemps déjà, un oiseau semait la terreur dans nos terres. La réunion avait eu lieu chez moi et une douzaine de personnes y avaient assisté. Les échanges allaient à tout va et des conclusions hâtives avaient été prises au fil de discussions houleuses. Une finalité avait quand même vu le jour. La seule solution était de poster des équipes pour abattre l'oiseau bleu. Il allait falloir des armes pour cela. Monsieur Joster, le retraité des forces de sécurité de la Navilis, m'avait invité ainsi que 2 autres voisins au spatioport du secteur. Il nous avait indiqué qu'il avait toujours des connaissances là-bas. Au bout de 3 heures de trajet, nous nous étions retrouvés face à un conteneur dans l'arrière-cour du poste de contrôle. Nous nous tenions à l'écart, et nous faisions en sorte de ne pas trop regarder ou poser de questions, ainsi que nous l'avait fait comprendre Joster. Du peu que j'avais suivi, on récupérait des armes illégales, saisies et prêtes à être reversées. Peu m'importait. Une fois l'oiseau transpercé d'un tir de laser, nous ne les aurions pas gardés. Sur le chemin de retour, nous nous étions arrêtés au poste de l'arbitesse du secteur. Il fallait le prévenir que nous allions probablement utiliser l'arme de Joster afin de chasser un nuisible, tout en omettant de parler des armes récupérées à la Navilis. Je n'ai jamais compris pourquoi sa présence était requise ici. L'arbitrator qui opérait était seul, et il ne sortait jamais du bloc d'Ab qui lui servait de district. Il semblait désintéressé par notre histoire. Je vous enverrai quelqu'un demain pour qu'il s'en charge avant de vous laisser le faire. Avait-il répondu avant d'ajouter « Il y a un moment de la journée en particulier où votre oiseau fait ses malheurs ?» La seule réponse qu'il avait eue de nous était que la créature n'obéissait à aucun horaire précis et qu'aucun jour de la semaine ne bénéficiait de son attention. L'homme envoyé arriva le lendemain. Il s'agissait d'un agent des forces de sécurité locales, muni d'une carabine laser et d'épais gants en cuir. J'étais chargé d'amener les grocs en pâture quelques hectares au nord ce jour. Ma femme me racontait la scène autour d'un verre d'amasec. Il y a eu un phénomène étrange. Plusieurs dizaines de plumeux se sont mis à tournoyer au-dessus de nos terres en piaillant comme un rat qu'on oxy. Comme s'ils voulaient prévenir l'oiseau bleu. Il a fait chaud, il a même fait très chaud et Madame Clary a eu pitié de lui et lui a proposé d'aller chez elle boire un verre et se rafraîchir. C'est à ce moment qu'il a commencé à lui faire la cour. Elle lui a demandé de sortir de chez elle, arguant que son père, haut placé de la commission entre le munitorum et la gouvernance, allait avoir vent de ses agissements. La minute d'après, alors qu'il décampait, elle a entendu un coup de fusil laser. Par peur, elle est restée chez elle de ce qu'elle m'a dit. J'allais intervenir, mais ma femme enchaîna rapidement en voyant que je voulais la parole. « Attends, je finis. Mais moi aussi, j'ai entendu le coup de fusil laser. À vrai dire, j'étais pas à la ferme, car je traînais afin de prévenir l'agent si je voyais l'oiseau. Alors je suis allé voir en courant et je suis tombé sur l'agent face à une des poules de vol de Madame de Mortaise. Alors ouais, elles sont grandes, mais elles peuvent planer. Mais elles sont pas bleues. Il a prétendu que la poule de vol lui avait paru bleue. Trop bleue. Mais maintenant, il était plus vraiment certain en regardant le corps de l'animal à ses pieds. Et pendant que tout ceci se déroulait, l'oiseau bleu est apparu. Il est apparu et il a fondu sur la grange de Monsieur Katov. À cause de sa taille et du fait qu'il bougeait dans tous les sens comme un diable, il a arraché l'alimentation de l'éclairage et toute la paille stockée a pris feu. Je suis sûr que ce pauvre Monsieur Katov est encore dans son lit inconscient. Et bien entendu, l'agent était encore chez Madame de Mortaise lorsque tout s'est produit et il a rien pu faire. Et voilà. L'oiseau bleu continuait à distiller son chaos. Tout ce que nous avons fait ou tenté de faire s'était retourné dans une ironie malsaine contre nous. Quelques jours plus tard, la petite Camula, qui habitait plus au sud de notre petit hameau, fut attaquée par un oiseau bleu alors qu'elle chassait les insectes. Ses bras et son front étaient marqués de griffures et entailles de cerf qui étaient peu profondes. Mais il y avait le danger qu'un tel animal puisse propager des maladies par les blessures qu'il infligeait. Personne d'autre que la petite Camula n'avait vu l'oiseau bleu qui l'avait attaqué. Elle avait décrit la créature comme grande, volante et bleue. Tout le monde en conclut qu'il s'agissait du même animal qui sévissait depuis un certain temps. Tout le monde se dit également que l'oiseau devait être malade pour expliquer un tel comportement. Tout ceci
n'apportait aucune réponse, car un animal malade se terre et se cache des autres avant de mourir rapidement. Nous pouvions tous l'affirmer, nous qui nous occupions de diverses espèces de bêtes depuis plusieurs années. Mais on pouvait aussi supposer qu'il soit tombé malade dernièrement. Il est à noter que Camula allait très bien et que ses plaies superficielles s'étaient guéries très rapidement. Elle ne présentait aucun symptôme inquiétant non plus. Néanmoins, qu'il soit malade ou non, l'oiseau bleu avait été désigné coupable, et il fallait qu'il cesse d'agir au plus vite. Une autre réunion eut lieu. Il a été décidé de ne plus recourir à un agent incompétent ou de demander de l'aide à l'arbitrateur du secteur qui n'avait visiblement rien à faire de nos histoires. Nous allions agir nous-mêmes. Monsieur Gestor, l'ancien de la Navilis, avait été désigné chef des opérations. Il avait décidé de nous énumérer les fois où il avait dû se cacher et se camoufler durant ses classes. Il nous avait expliqué comment trouver une cachette qui se fondait parfaitement dans le paysage et l'importance de trouver un lieu que l'animal avait pour habitude de voir afin qu'il ne prenne pas peur. La plupart des granges avaient été construites dans le même temps et présentaient des caractéristiques similaires, notamment un hublot sur la croupe de chaque façade. Il nous suffirait de nous y poster avec un des fusils récupérés à la tour de contrôle et d'attendre que l'oiseau bleu se pose quelque part afin de l'abattre. Notre décision était prise. Tant pis pour les réactions des forces de sécurité. Monsieur Gestor assigna leur poste aux hommes et fixa les horaires de roulement. Le plan était parfait. L'oiseau bleu n'avait qu'à bien se tenir. Mon premier tour de guet était pour la fin d'après-midi, au moment où je devais remplacer Monsieur Gestor lui-même, qui se trouvait au sommet de sa grange au niveau du hublot, qui donne sur la rue principale, éclairé et muni de miroirs pour assurer les manœuvres des gros engins. Je le trouvais fort énervé et déprimé. Il me déclara qu'il n'avait rien vu d'autre que des gosses en train de jouer, des oiseaux inoffensifs virevoltaient dans les cieux, et Madame Clary qui se baladait dans son jardin en petite tenue. Il postillonnait en vociférant que cette chasse à l'oiseau n'était qu'une perte de temps, ne donnerait jamais rien, et était grotesque qu'il envoyait au diable cet oiseau de malheur en partant se retrouver en face d'un ver. Enfin, il termina en disant que ces 2 dernières heures étaient les seules qu'il passerait à chasser la bête, et qu'il ne se lancerait plus dans une aventure pareille. Je commençais à comprendre pourquoi il n'avait rien d'autre à raconter que ses classes, après une vie de service dans l'Astra Militarum, car il avait bien su se planquer dans le spatioport d'Iscoria. Sans doute grâce à la chaleur ou quelque autre propriété inhabituelle de l'atmosphère, les miroirs servant à la manœuvre des engins dans la rue faisaient l'effet de loupe. Aussi je m'amusais à passer mon regard d'un miroir à l'autre afin d'avoir différents points de vue. L'attraction la plus captivante était sans conteste Madame Clary, s'affairant en petite tenue dans son jardin. Tout en la regardant, je ne pus que comprendre pourquoi l'agent des forces de sécurité locales avait voulu tenter sa chance. Madame Clary était blonde et grande. Un sourire illuminait constamment son visage, la rendant ma foi fort séduisante. À cet instant précis, une idée insensée me venait à l'esprit. Une chose à laquelle je n'avais jamais songé. Et si l'oiseau bleu était une femelle ? Personne n'en savait rien finalement, et le comportement de l'oiseau pouvait laisser penser à une femelle farouche, comme chez beaucoup d'autres espèces. Cette idée traçait son chemin dans mon esprit et je me surprenais. Comme ce serait étrange si Madame Clary était l'oiseau bleu. Est-ce qu'elle se changeait en une horrible créature à ces heures sinistres afin d'accomplir ses œuvres ? Je continuais de la regarder dans un des miroirs de la rue, en train d'ajuster son soutien-gorge. Il y avait quelque chose d'animal dans son geste. Où m'entraîne mon imagination ? Me dis-je avec un mélange d'amusement et de détestation. Mais je gardais le miroir tourné vers Madame Clary. Elle étendait son linge désormais. En accrochant une serviette, le drap déjà sur le fil lui tomba dessus et lui recouvrit le torse et les hanches. Ainsi vue, elle donnait l'impression de ne rien avoir sur le corps. Quelques instants plus tard, elle sortit du champ de vision du miroir. Je bougeais dans la grange afin de retrouver l'image de Madame Clary, mais au lieu de cela, je captais une étrange forme bleue au fond de la route. La forme s'effaça. J'étais partagé entre le désir de la localiser de nouveau et celui de retrouver le reflet de Madame Clary. Je continuais de chercher un angle de vue quand je vis le reflet de la grange où je me trouvais, avant de soupirer, exaspéré par mon comportement.
À ce moment-là, j'entendis un choc au-dessus de moi suivi d'un crissement, comme si quelque chose venait d'atterrir sur le toit de la grange. La route était déserte, Madame Clary avait disparu. J'étais seul, assis sur la paille avec mon fusil et un livre. Au-dessus de moi, j'entendais une cohue comme produit par des griffes qui tentaient de s'agripper et de racler l'acier de la tôle. Quelques plumes tombaient comme d'éparses flocons devant le hublot où j'étais posté, des plumes bleues. Puis une masse bleue se laissa tomber lourdement le long de la grange, renouvelant le crissement de griffes ou de serres pour freiner sa chute. La chose me dévisageait par le hublot. Je vis 6 horribles et vils yeux rouges qui me dévisageaient, ancrés dans une tête de rapace aux plumes bleues et au bec mortel et pointu. Du corps abominable de l'oiseau, humanoïde et musculeux, jaillissait une paire d'immenses ailes sous lesquelles de puissants bras et mains griffus cherchaient les abords du hublot. J'étais trop terrifié pour me lever et prendre la tangente. Le hublot n'avait pas de vitre, et il n'était qu'une question de temps avant que le monstre n'arrache l'encadrure pour y pénétrer et m'atteindre. Je savais que d'autres que moi se trouvaient non loin. Il fallait que je donne l'alarme. J'écrasai la détente du fusil laser qui, après un court bourdonnement, détonna bruyamment et pendant ce qui me semblait une éternité. Le hurlement du laser me réveilla. Apparemment, je m'étais endormi en lisant mon livre. Il n'y avait pas de monstre bleu en train d'arracher le hublot. Il n'y avait pas de griffes grinçantes sur le toit de la grange. Lorsque Madame Clary sortit pour connaître la raison de ce coup de laser, elle était habillée tout à fait normalement, comme n'importe qui dans le quartier, et paraissait ce qu'elle avait toujours été, une noble au milieu d'un bloc d'âme d'Agrimonde. Oui, je m'étais assoupi et j'avais rêvé de tout cela. On dit que les cauchemars de jour sont les pires de tous. Mais du peu que je pouvais me souvenir, je n'avais pas fait de cauchemar depuis une 30aine d'années. Nous nous étions réunis le lendemain pour rendre compte des résultats de l'opération. Personne n'avait rien vu et tout le monde se sentait un peu ridicule. D'autres que moi s'étaient endormis. L'un d'eux demanda d'un air fatigué, aux autres qui avaient avoué s'être endormis, s'ils avaient fait d'horribles rêves. Nous nous moquions tous de lui, mais plus la raillerie traînait, plus elle semblait artificielle et forcée. J'ai poussé le mauvais goût plus loin en demandant si, tant qu'à faire, il n'avait pas rêvé de Madame Clary nue dans son jardin. Il me regarda un long moment dans les yeux, pendant que les autres rigolaient si grassement qu'ils auraient mieux fait d'avouer avoir rêvé d'elle. Quelques instants plus tard, nous nous regardions tous de longues minutes, dans un silence édifiant. Plusieurs jours s'étaient écoulés et nous enterrions l'oiseau bleu. Tout du moins nous enterrions un plume grisonnant aux allures d'oiseau des plus classiques. Il avait été retrouvé au pied d'un arbre à ramasser ce qui restait des œufs de son nid, tombés après un gros coup de vent. Monsieur Gestor, alors en balade, s'était rué chez lui pour se saisir de son fusil laser et l'abattre, tandis que la bête semblait perdue et désorientée. Nous avions conclu que l'oiseau bleu était finalement un plumeux qui devait préparer la venue de ses petits dans son nid et que c'était la raison de ces événements. C'était une conclusion tout à fait satisfaisante pour la plupart des esprits. Mais il semblait vite oublier que le plumeux est gris et bien trop petit pour enlever du bétail. Cette conclusion fut suivie pour moi d'une constatation qui n'était pas du tout satisfaisante. Lorsque je suis monté sur le toit de mon bloc afin d'y réparer un relais que le coup de vent avait emporté, je remarquai d'immenses traces de griffures et le hublot partiellement arraché de la grange de mon voisin, où j'étais posté quelques jours plus tôt. Le ciel s'était teinté de nuances rosées et parsemé d'éclairs dorés, et des aurores boréales turquoises auréolaient le firmament autour de sombres déchirures qui déformaient les cieux.